Simplement un mot de remerciement à Mireille Gruber et à Catherine Grindorge à la Cité de l'Architecture, ainsi qu'à Pascal Liévaux et bien sûr à Livio De Luca. Alors non seulement merci de nous avoir invités, mais merci aussi d'organiser la journée parce que je pense que ces rencontres entre des patrimoniaux et des scientifiques sont toujours très, très importants parce que c'est un mariage qui ne va pas forcément de soi. Je rappellerai simplement qu'en 1895, Röntgen découvre la radiographie et que la première radio faite au Louvre date de 1926. Donc si on peut accélérer des processus, je pense que c'est toujours important, qu'effectivement la conservation-restauration a beaucoup évolué et est passé d'un cas de figure, on avait d'un côté des enjeux esthétiques ou scientifiques, dans le sens sciences humaines et le savoir-faire. Aujourd'hui, on est autour vraiment d'un projet, ça a été déjà évoqué, mais je voudrais vraiment insister là-dessus, où aujourd'hui on combine à la fois la problématique de la matérialité du bien, le sens de la restauration, et aussi ce que soulignait Pascal Liévaux, c'est l'aspect destination, utilisation, voire appropriation de ce bien patrimonial par le public. Et donc la démarche pluridisciplinaire est absolument nécessaire et évidente, malgré effectivement des cultures un peu différentes. Et pour en venir aux technologies numériques, nous sommes ravis d'accompagner Livio De Luca dans le cadre de l'UMR et d'une signature imminente d'une convention LabCom. Mais je pense que cette utilisation de technologies numériques, ce n'est pas seulement un outil qui va nous encourager à travailler ensemble, mais qui va nous obliger à travailler ensemble, puisqu'à la fois en termes de conception, en termes de vocabulaire et de finalité, nous aurons besoin de travailler ensemble. Et je voudrais donc introduire les 3 communications qui vont suivre. Et je suis très heureux de les introduire puisque justement, ce sont des vocations technologies numériques, non seulement sur de l'architecture, mais également sur des objets. Et nous sommes même en train, dans le cadre de Fiat Lux, à nous occuper de la 3D pour des supports 2D. Donc nous relevons essayer aussi ce défi-là. Et je pense que les 3 communications qui vont se faire maintenant sont vraiment les enjeux du futur en termes de technologie numérique au service de la conservation-restauration. Le premier qui tourne autour d'un exemple de soclage, enfin d'étude et de soclage d'une statue impériale. On retrouve cette notion de finalité, c'est pourquoi on a besoin de cet outil, qui va nous amener aussi bien de la connaissance que du sens et que de l'usage de cet objet. La deuxième communication, elle, va nous permettre de montrer que cet outil va nous permettre d'évaluer ce qu'on propose et d'évaluer ce qui a été fait. Et puis le troisième élément, c'est effectivement l'entretien et le suivi. Et je pense que l'outil, cette nouvelle technologie, cette technologie numérique à la conservation-restauration, l'apport supplémentaire par rapport à ce que nous pratiquions, c'est effectivement ces 3 éléments-là. La notion de finalité, la notion d'évaluation et ainsi que celle d'entretien et de suivi. Je passe donc la parole pour le premier exemple. Il y a 2 orateurs qui vont se partager 2 fauteuils. Donc avec l'expérience que nous avons menée avec le musée d'Albin en Ardèche. Donc bonjour à tout le monde. Merci de nous passer la parole. Donc Marine et moi, nous allons vous présenter un travail qui n'est pas vraiment de l'architecture, mais qui utilise les images numériques sur de la statuaire monumentale. Donc historiquement, ce travail concerne en fait une étude de cas qui a été demandée à l'initiative de la conservatrice du musée d'Alba, muséale, Aude Poinceau, qui dirige son musée de site en fait, et qui a comme pièce maîtresse une grande statue d'empereur qui a été découverte sur le site. Et si vous allez au musée d'Alba, cette statue n'est pas encore exposée en fait, parce que elle présentait des problèmes de soclage, notamment des plans de cassure et une taille qui ont fait que la présentation a été retardée. Donc Aude Poinceau a demandé à un restaurateur, Emmanuel Desroches, de l'aide pour mettre en place ce soclage. Emmanuel Desroches s'est adressé au CICRP, je me suis adressé au MAP. D'un autre côté, Emmanuel Desroches s'est adressé à des historiennes de l'art, à Emmanuel Rousseau qui est à la Sorbonne, et au C2RMF à Martin Zouzik, qui est conservateur de la statuaire romaine. Et tout ça a fait un travail multidisciplinaire avec énormément d'intervenants.
j'en ai peut-être oublié d'ailleurs, pour en des délais très courts, essayer de proposer une solution de soclage sur ce statut. Vas-y, tiens. Alors, je passe... Non, alors si tu veux, on n'a pas répété. Alors, donc, la demande, en fait, c'était le soclage, mais le soclage, ça sous-entendait des demandes préalables, c'est-à-dire on ne connaissait pas vraiment l'état de conservation de ce marbre, son état de cohésion générale, et puis il y avait quelques petites fissures qui pouvaient être inquiétantes. Donc il fallait évaluer son état de conservation, il fallait connaître les risques éventuels liés au soclage et choisir un type de soclage en fonction de l'état de conservation. Opter pour un parti pris esthétique et déontologique le plus approprié, donc un soclage pas intrusif si possible, mais un soclage qui permettait de tourner autour de l'œuvre parce qu'elle présente autant d'intérêt face arrière que face avant. Et donc, ça a été l'occasion, en fait, de mener ce travail expérimental avec une équipe très, très complète, multidisciplinaire. Voilà. Donc, les intervenants sont tous là, on ne va pas les oublier, puisqu'en fait, dans chaque institution a fourni plusieurs intervenants. Donc, Marine, par exemple, était accompagnée de plusieurs personnes du MAP. Le LMGC, Fabien Cherblanc, donc a fait des études de calcul de stabilité, de structure, le CICRP, le C2RMF, l'Université Paris-Sorbonne, le restaurateur et le musée d'Alba. Non, j'avais oublié personne. C'est ça. Alors, on va vous présenter justement, en suivant un petit peu ce plan, en quoi le modèle numérique a pu être utilisé à chaque étape en fait, de l'analyse et de l'étude. On va déjà vous montrer les étapes de génération d'un modèle 3D et puis vous verrez comment on va s'appuyer sur ce modèle-là pour étudier tant la restitution de l'attitude initiale de l'empereur, la caractérisation du matériau qui posait en effet quelques interrogations. On passera également à l'étude mécanique pour valider la solution de soclage et puis on conclura. On a dû synthétiser, si vous voulez, on pourra aussi aborder d'autres points qu'on a dû éviter, enfin en tout cas écourter pour cette présentation. Donc la rencontre avec l'empereur, elle est dans un premier temps assez timide. Il est, comme vous l'a dit Philippe, allongé depuis quelques 20 années maintenant. Et on a pourtant besoin de lui extirper quelques informations pour arriver à son redressement. D'autant plus qu'il est, comme Philippe vous l'a évoqué, il pose des questions. On s'excuse d'être aussi rapide dans les intimités de l'empereur, mais comme vous le voyez, il présente quelques fissures à l'aine qui pouvaient justement soulever de sérieuses interrogations quant aux possibilités d'appui pour son soclage. Alors l'idée, c'est de le cloner numériquement. Pourquoi ? C'est que cet empereur, malgré ses amputations, le temps qui a pu le buriner, comme vous pouvez le voir, il demeure encore une pièce assez lourde, il fait à peu près 500 kg sur une hauteur d'1,50 m. Donc ce travail collaboratif nécessite de pouvoir le manipuler, l'observer et l'analyser sous différents angles que la réalité en tout cas ne facilite pas. Donc l'approche première est donc d'en reproduire un clone numérique par photogrammétrie en s'appuyant sur les outils logiciels, l'outil logiciel Micmac, développé par Marc Pierrot de Céligny, qui travaille pour l'IGN. C'est un outil initialement destiné au traitement d'images aériennes, qui, grâce à la collaboration également avec le MAP, a pu être adapté à la génération de modèles numériques 3D pour des images terrestres. Alors voici la première étape. Il y a une première séance d'acquisition photo où, comme vous le voyez, l'empereur reposant sur une palette, il y a une première acquisition de face et puis la nécessité d'une manutention, donc d'un retournement de l'œuvre pour prendre des images de l'autre côté. Vous comprendrez la nécessité également d'une deuxième acquisition. Vous voyez que là, l'empereur est gagné d'une petite maladie qui lui laisse apparaître des points. Je vais faire court, vous comprendrez la nécessité de cette deuxième acquisition lorsqu'on parlera de la caractérisation du matériau avec Philippe. Donc au final, quand l'intégralité en fait, de cette acquisition, l'empereur nu, je dirais, et l'empereur recouvert de ses pastilles, ça, donc devant, derrière, pour à chaque fois, ça a nécessité à peu près 500 photos.
Donc on tourne autour de l'empereur et on effectue un recouvrement assez important, de l'ordre de 80% entre chaque image. Il faut ensuite traiter ces images. On recherche, le logiciel, en fait, les algorithmes permettent de détecter les points homologues communs à chaque image et connaissant la géométrie interne, les paramètres en fait, de l'appareil photo, on arrive à orienter ces images. Comme vous le voyez ici, orienter, ça veut dire quoi? C'est connaître ici le point de vue et l'orientation de la prise de vue, qui est symbolisée par ces petites pyramides là vertes. Donc vous voyez, quand on vous dit qu'on tourne autour de l'empereur, vous voyez ici, on en a enlevé quelques-unes, mais des points de prise de vue photographique de l'œuvre. Le nuage de points généré à cette étape du traitement est assez frustre, assez vulgaire. Il permet dans un premier temps déjà d'informer en fait que les deux acquisitions devant, dessus et dessous appartiennent en fait à un même modèle numérique. Pour cela, en fait, on informe tout simplement des points de raccordement explicitement, ici des points communs aux deux acquisitions pour pouvoir recoller ces deux nuages de points et ensuite effectuer une mise à l'échelle pour donner une réalité métrique à notre modèle numérique, tout simplement parce qu'au préalable avait été disposé auprès de l'œuvre une petite mire qui permet de donner une échelle au modèle. Donc vous voyez ici, là, ce que vous voyez, c'est le sol est placé au plafond, puisqu'on a raccordé les deux nuages de points. Donc suite à cette étape, on peut passer à la génération dense du nuage de points et on arrive, vous voyez ici, à ce premier modèle qui, en l'état, je dirais, conserve presque trop d'informations pour l'usage qu'on va en faire. Donc, et qui, vous le verrez, qui est donc inexploitable à cette étape. Donc pour cela, on va passer à un maillage de la peau. Un maillage de la peau correspond, si vous voulez, à minimiser l'information finalement des points 3D qui sont en surface et de relier quelques-uns de ces points par des triangles, ainsi de suite, pour générer entièrement une surface. Donc on est passé d'une information de points tridimensionnels à une information surfacique. Et vous allez voir, c'est ce modèle-là qui va être le support à toutes les étapes que nous allons vous présenter. On a exploré aussi la potentialité des outils numériques pour travailler à la restitution de l'attitude, qui était une étape primordiale à toute solution de soclage. Cette œuvre a beau être amputée, vous comprenez bien que sa présentation au musée doit permettre, au moins à l'imagination, de retrouver les pièces manquantes. Et pour cela, il faut que l'attitude de l'empereur corresponde à sa majesté initiale. Donc ce travail-là s'est fait en collaboration, évidemment, avec des historiens et archéologues, en utilisant des outils en fait, d'animation numérique. Donc je vais vous montrer très rapidement les étapes. La première consiste à générer un modèle, en fait une marionnette 3D neutre. Vous voyez qu'elle présente une symétrie verticale parfaite et cette marionnette est sculptée numériquement de manière à retrouver les caractéristiques morphologiques de l'empereur. Vous voyez ici essentiellement une musculature très exagérée que nous avons donc retrouvée. Cette marionnette est ensuite, à cette marionnette est associée un squelette. Et si vous voulez, l'idée de cette opération, donc qui vient de culture de l'animation, dessin animé, jeux vidéo, permet, une fois qu'un squelette virtuel est associé à cette marionnette, de pouvoir animer le squelette et la marionnette 3D suit des transformations anatomiques cohérentes. Alors l'idée, c'est de pouvoir en fait faire coller la marionnette en déplaçant le squelette virtuel, vous voyez ici par un petit déhanchement, une légère courbure de la colonne vertébrale, de manière à venir se calquer avec le relevé 3D qui correspond donc à l'attitude réelle de l'empereur. Une fois que ce squelette, la zone connue de l'empereur, cale parfaitement avec la marionnette, on fige cette zone, d'accord, pour ne plus avoir à la bouger, et ensuite on peut discuter avec les spécialistes de l'étude de ces statues. On peut passer justement à une animation des membres manquants, mais du coup ici apparaissant numériquement. Alors il a bien sûr fallu partir d'une sorte de postulat pour positionner cet empereur, et en accord avec Emmanuel Rosso et Martin Zozic.
et Martin Zuzik, sur l'idée qu'il reposait fermement sur sa jambe d'appui droite, avec un pied en appui sur le sol. Donc là, de là ont pu être explorées certaines possibilités, et je vous en donne ici un petit résultat pour montrer la cohérence, donc en s'appuyant sur le texte de Martin Zuzik. Donc le personnage masculin était figuré debout, en appui sur la jambe droite, la jambe gauche faiblement écartée, provoquant de fait un léger déhanchement, sensible par l'orientation des crêtes iliaques. Vous voyez que le torse donc était légèrement tourné vers la droite, etc. Je vous laisse poursuivre la lecture pour vous montrer finalement l'exploration qui a pu en être faite. Alors elle peut vous sembler un petit peu rudimentaire, il faut savoir que ça ne faisait pas partie de l'étude et qu'on a poussé finalement cette exploration par engouement et par jeu, je dirais, dans la collaboration qui s'est révélée en appui à ces outils numériques. Donc c'est tout simplement un balbutiement. Hein. Nous, finalement, on aurait pu s'arrêter un petit peu avant pour l'étude du soclage. On va passer maintenant à la caractérisation du marbre. Philippe. Donc, en fait, j'ai oublié le principal tout à l'heure. En introduction, ce marbre à cette statue a été découverte effectivement en 1993, je crois, sur le site. Et il y avait déjà une étude isotopique et en cathodoluminescence d'un échantillon qui a été fait au moment de la fouille, au moment du chantier de fouille du site, par l'Université de Reims. Et il y a une publication, il y a un rapport en tout cas qui décrit ce marbre comme étant du marbre du mont Pentéli, donc un marbre pentélique. Donc nous on a simplement, comme il y avait un tout petit morceau disponible, on a fait une lame mince et on a vérifié simplement qu'il s'agissait bien du marbre pentélique. C'était important pour les propriétés physiques de ce marbre en fait, qui ont été utilisées ensuite dans la modélisation, on vous en parlera plus tard. Ensuite, alors là par contre c'est quelque chose qu'on avait prévu dès le départ et c'était une des choses qui ont déclenché les images numériques, c'est qu'on voulait faire, en fait on a un moyen d'ausculter les marbres, c'est la vitesse du son, c'est un appareil un peu compliqué qui émet des ultrasons et qui a un récepteur qui capte des ultrasons et qui nous affiche un temps de vol, un temps de parcours des ultrasons. Comme si on connaît la distance parcourue par ces ondes et comme il nous affiche le temps de parcours, on en déduit une vitesse. Donc, cette vitesse, depuis plusieurs dizaines d'années, les gens dans le milieu de la conservation utilisent cet appareil qui est non destructif, qui permet d'avoir une idée de la cohésion des marbres blancs. Et donc, on en est arrivé à un degré de connaissance de ces matériaux qui a permis d'établir une échelle, en fait, à partir des vitesses du son. C'est cette échelle que vous voyez là, c'est-à-dire qu'en vert, on a des vitesses supérieures à 5000 mètres par seconde, qui correspondent à un marbre frais, un marbre blanc frais qui vient d'être extrait d'une carrière quasiment. Puis vous voyez ensuite les vitesses décroissent. On a l'échelle, la classe 2, le marbre la vitesse est entre 3000 et 5000 et donc on décrit une porosité croissante de 0,5 à 1,3%. Et puis on va ainsi dégrader le marbre et on arrive dans la zone rouge qui existe sur certaines statues où on a des vitesses inférieures à 1500 mètres par seconde, et on a un marbre désagrégé, ce que les sculpteurs appellent un marbre pouf, et où la porosité devient très importante pour un marbre, c'est-à-dire supérieure à 5%. Et donc l'idée sur cette statue, c'était de faire des mesures de vitesse du son, donc on a l'appareil au laboratoire, mais ces mesures posent un problème sur la statuaire, parce qu'elles posent deux problèmes en fait. Le problème c'est le contact, la qualité du contact émetteur-récepteur sur le marbre. Donc on a toujours des imprécisions, il faut faire beaucoup de mesures et moyenner, éliminer les valeurs qui sont vraiment aberrantes. Donc ça c'est un premier problème qu'on a été obligé de garder, on n'a pas résolu sur cette statue. Et on a un deuxième problème, c'est de mesurer avec précision les distances parcourues. Parce que vous comprenez bien que sur un parement plan ou sur une pierre ou en labo sur une carotte ou un cube, c'est très facile de mesurer une distance avec précision. Sur une œuvre sculptée, ça devient très très compliqué. On a des compas de sculpteurs, mais même avec les compas, c'est très imprécis. On ne sait jamais où on est, si on est face à face, en fait, le capteur et le récepteur, si l'émetteur et le récepteur sont face à face, en vis-à-vis, vraiment. Et donc, on a des grosses erreurs et des valeurs qui, statistiquement, sont très douteuses des fois quand on fait ces mesures sur les marbres. Et l'idée, c'était d'utiliser l'acquisition numérique pour calculer les distances. En fait, d'où les petits points, en fait, les petites gommettes vertes ou jaunes, selon ce qui matérialise l'emplacement de l'émetteur ou du récepteur, en fait, de l'appareil à vitesse du son, qui ont été implantés au fur et à mesure qu'on faisait les mesures. Et donc, dans la deuxième saisie des orthophotos,
ces gommettes étaient présentes et ont été inclus dans le modèle surfacique, j'imagine, et on a pu, donc après les spécialistes ont pu nous donner avec très précision, en dessous du millimètre, les distances en fait qu'il y avait entre la position de l'émetteur et la position du récepteur quand on faisait nos mesures. Voilà. Donc ces mesures ont donné, vous voyez, on a fait en tout 70 points de mesure. Donc chaque point de mesure, il faut savoir qu'on fait 5 mesures au minimum. Souvent on en fait plus, je vous ai dit, on élimine celles qui sont vraiment aberrantes. Donc c'est très long, on a passé beaucoup de temps à faire ces mesures. En plus il y avait des manutentions, parce que pour mesurer, il fallait que les restaurateurs chaque fois nous bougent l'œuvre et nous permettent d'avoir accès à certaines parties. Et voyez, ces mesures donnent des résultats très cohérents avec, quelle que soit la distance sur ce graphe et sur l'axe horizontal, le temps de parcours sur l'axe vertical, et vous voyez une certaine linéarité qui veut dire que ce marbre est assez homogène en fait et que la vitesse augmente de façon linéaire avec la distance à parcourir en fait. Donc on a un marbre, une statue qui est globalement à la même cohésion de bas en haut, et cette vitesse... Et la vitesse moyenne qui peut être calculée est de 4200 mètres par seconde. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans le marbre frais extrait de carrière, on le savait, mais on est dans le marbre entre 3000 et 5000 mètres par seconde, donc c'est un marbre en très bon état en fait. Donc quelle que soit son histoire depuis sa réalisation, cette œuvre a eu des conditions de conservation relativement bonnes et c'est rassurant. On a quelques points qui sont en dessous de la classe 2, c'est-à-dire en dessous de 3000 mètres par seconde. Ces points sont le haut du torse, non, sont le bras gauche, où il y a une fissure qu'on ne vous a pas montré, mais il y a une grande fissure, très fine, et la hanche, l'aine, côté gauche du personnage aussi, où on a des points très bas. Donc voilà la matérialisation des trajets qu'ont parcouru nos ondes quand on faisait nos mesures, et on reproduit la signalétique, les couleurs vertes ou à rouge, et vous voyez les zones rouges sont le bras avec la fissure et l'aine sur la jambe gauche avec aussi quelques petites fissures. Alors on est allé plus loin et en fait dans le partenariat on n'était pas encore assez nombreux. On a fait appel à un laboratoire spécialisé qui est à Marseille qui s'appelle le laboratoire de mécanique acoustique. Et eux, ils ont des techniques acoustiques qui ont pour toutes autres applications, mais ils ont été très intéressés par notre statut. Et en fait, ils nous ont proposé de faire pour les fissures, en fait, parce que dans ces zones très fissurées, on avait, vous voyez, des mesures très globales, et la question restait en suspens. Est-ce qu'on peut socler? Est-ce que ces fissures sont suffisamment solides, entre guillemets, ou est-ce qu'elles sont quasiment traversantes? Elles vont s'ouvrir au moindre effort du marbre. Et eux nous ont proposé une technique qui est vraiment un prototype, hein, ils n'avaient pas encore fait d'essai. Et en fait, vous voyez, c'est un scanner qui est l'émetteur, donc il y a un émetteur sans contact qui émet, et on a, non, qui est le récepteur, pardon. L'émetteur est collé dans la zone à proximité des fissures de l'aine, et le scanner, le laser et le capteur reçoit en fait les ondes, les déformations, perçoit les déformations. Ce laser est un scanner, en fait, donc il va balayer la fissure selon des lignes, qui va traverser plusieurs fois la fissure et donner en fait une cartographie des vitesses du son et des amplitudes des ondes sur ces fissures. Et en fait, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais cette manip nous a permis de donner à peu près la profondeur de la fissure sur ces différents points, et au maximum elle était profonde de 3 cm. Donc des données qui étaient encore rassurantes pour l'état de conservation de l'œuvre et la possibilité de le socler. Donc fort de ces validations, on a pu poursuivre l'étude mécanique sur la proposition de soclage retenue. On a étudié un certain nombre. Là aussi, je dirais rapidement que le modèle numérique nous a servi dans la mesure où on a pu faire des impressions 3D et que ces petits modèles réduits ont permis justement à étudier différentes solutions de soclage. Celle qui a été retenue, ne la prenez pas tellement sur un point de vue esthétique, prenez-la davantage sur un point de vue de principe mécanique. Et au-delà aussi sur les exigences qui étaient demandées par Aude Poinceau, c'est-à-dire de pouvoir libérer la circulation autour de l'œuvre pour la contempler, et en évitant l'intrusion classique dans les solutions de soclage par percement en fait de support. Donc elle est enchâssée, vous voyez, dans un socle. Et voilà, avec des petites... On a cherché ici à minimiser les surfaces finalement en contact entre le socle et la statue, tout simplement pour maximiser la visibilité de l'œuvre. Vous voyez que le socle là est lui aussi généré
à l'aide en tout cas du modèle numérique, puisque on utilise le maillage que vous avez vu, on fait une opération finalement de soustraction entre volumes pour générer ici ce moule qui est en contact parfait, donc qui suit parfaitement les lignes de la statue. En termes de matériaux, comme vous l'a dit Philippe, dans la mesure où on avait identifié la qualité du marbre, on a pu se référer à un certain nombre de publications. Et donc dans la littérature, ce marbre du Mont Pentélique a été plusieurs fois étudié. Donc on a une gamme de valeurs, de résistance, qui le caractérise, de propriétés mécaniques et physiques. Donc on les a répertoriés et on s'est attaché à ne garder que les plus critiques pour se mettre en sécurité dans l'étude. Au niveau du socle, dans la mesure où on a besoin d'un matériau qui épouse parfaitement la forme de la statue, on a proposé, ça peut être encore un choix discutable, d'utiliser un béton fibré, très fin, qui serait à même justement de pouvoir être réalisé au regard du moule complexe, du coffrage complexe qu'il faut mettre en œuvre. Et dans la mesure où on veut éviter également des points durs, oui, des possibilités finalement d'endommagement de la statue si elle est directement en contact avec le béton. Il a été envisagé de mettre une interface, un élastomère fin pour répartir les pressions de contact. L'idée aussi également dans le choix de ces deux matériaux, et notamment, surtout dans celui du socle, étant donné que celui de la statue n'est pas à discuter, est de trouver un matériau qui a une rigidité similaire en fait à celui de l'œuvre. La première étape de la validation de la solution de soclage consiste à valider la stabilité de l'assemblage. Il faut faire vite ? Alors dépêchons. Donc là, tout simplement, on veut s'assurer, notamment sous l'action d'un visiteur voulant s'affronter peut-être à l'empereur, donc en simulant une charge de 200 kg qui arrivait, qui le percutait de part et d'autre, s'assurer que les surfaces de contact suffisaient à maintenir l'équilibre de la statue dans son socle. Je fais très vite, donc on a pu observer également la répartition des points de contact et constater, mais ça on peut également le constater simplement en localisant le centre de gravité, que la redistribution des masses due à la perte de ses membres, eh bien la jambe d'appui originelle qui était la jambe droite a changé pour la jambe gauche. Je ne rentre pas dans les détails, si vous voulez, on peut en discuter tout à l'heure, il faut faire vite donc. À la suite de la validation de la stabilité de l'ensemble, on vérifie la résistance de la solution de soclage en termes la résistance des matériaux. Je passe sur celle du socle. Pour faire vite, on ne voit que celle de la statue, simplement sous son poids propre. Donc là, par un modèle élément fini. Et on détermine que, en raison de la solution de soclage proposée, on a une tendance à l'écartement des jambes qui va générer une zone de traction horizontale maximale au niveau de l'entrejambe. Alors, vous savez tous que la traction pour la pierre, c'est pas très sympathique, sauf que là, on a pu valider qu'on était dans un taux de travail du matériau très faible, de l'ordre de 14%. Donc, ce qui a pu valider par la suite. Et pour clore finalement cette validation, on regarde ici la notion de rigidité, donc de déformation de la solution de soclage avec un déplacement qui est inférieur au millimètre, évidemment au point haut de la statue, avec cette tendance à aller un petit peu vers l'arrière due à la localisation du centre de gravité. Nous concluons donc très rapidement sur cette étude pour rappeler qu'elle était pluridisciplinaire. Nous ne sommes pas que deux à avoir travaillé là-dessus et qu'elle témoigne donc du coup de l'apport de ces outils numériques en collaboration avec les acteurs de la conservation et de la restauration. Alors rien de nouveau pour nous, on s'inscrit vraiment finalement dans une tendance de la profession justement de la restauration et de la conservation à s'allier à d'autres compétences pour évoluer et éviter notamment par exemple des conséquences critiques avec des intentions de soclage, de très bonnes intentions, mais catastrophiques à terme pour l'œuvre, comme dans le triste cas du Caius, Ophellius Ferrus. Et donc voilà, on s'inscrit dans cette continuité pour vous montrer ici par exemple une initiative des restaurateurs Coignard qui avaient utilisé déjà en 2009 un modèle numérique, non pas pour la simulation, mais pour valider d'autres aspects sur lesquels je passe très vite. Donc finalement une continuité.
Simplement pour faire une synthèse sur le rôle de l'imagerie 3D dans cette étude, elle est classiquement utilisée pour des aspects qualitatifs, c'est-à-dire un rendu en termes de communication pour de la réalité virtuelle, etc. Vous voyez qu'ici, on a davantage insisté sur des aspects quantitatifs, tant pour avoir des notions métriques, volumiques, etc. de l'œuvre, que pour la restitution de l'attitude. Là, l'aide à la caractérisation des matériaux, donc le traitement des données ultrasonores, la simulation mécanique et également le dessin du socle. On pourrait même poursuivre jusqu'à la réalisation du socle. Tout cela réalisé à l'exception de la phase de restitution de l'attitude, tout cela s'est fait avec le recours à des logiciels libres dans le souci en fait de répétabilité possible de l'œuvre, et le sujet est souvent coriace et déjà été évoqué ce matin, tout simplement aussi pour éviter des frais faramineux pour l'étude. Donc cette solution de soclage, vous l'approuvez, vous la désapprouvez. Néanmoins, elle a des avantages et des inconvénients. Elle cache une partie de l'œuvre. Elle est néanmoins totalement réversible et non intrusive. Donc elle pourra toujours à loisir être modifiée. En termes de perspective, on a justement rencontré cette collaboration avec un laboratoire de mécanique et d'acoustique. Donc on est en train de poursuivre pour approfondir l'auscultation des œuvres par des mesures ultrasons. Et on passe actuellement à la réalisation de ce soclage qui a pu être attribué. Donc on en est à l'appel d'offres des entreprises. Merci pour votre attention. Donc bonjour, Nicolas Cheval. J'ai créé le bureau d'études unanime en 2008. Aujourd'hui, on est 2 associés avec Justine Offradé qui est ici présente, et on est une dizaine de personnes à Paris. Et donc on a un profil un petit peu particulier comme bureau d'études, puisqu'on est tous archi-ingénieurs. Et donc on se situe en plein dans la transversalité entre les pratiques de spécialistes et celles de généralistes. Et on accompagne donc les architectes qui travaillent sur le patrimoine, sur l'analyse des structures essentiellement. Et donc on travaille beaucoup en équipe. J'ai tenu à ce que Pierluigi Bucci soit présent, donc, qui travaille avec son équipe depuis plusieurs années avec nous sur la modélisation, la création de modèles complexes. Et on s'aperçoit qu'on a besoin de s'appuyer, compte tenu de la spécialisation des techniques, sur des gens qui connaissent vraiment leur métier dans le détail. On travaille avec différents corps d'État, différents spécialistes, qui vont du géologue au géophysicien, au laboratoire, aux spécialistes matériaux. Donc c'est un petit peu le quotidien de nos études. Donc on travaille quasiment tout le temps en équipe pluridisciplinaire. Et donc on a souhaité vous présenter aujourd'hui à la fois la façon dont on va dire, on analyse un édifice pour aller jusqu'au modèle, comment on développe un modèle, donc ça, à travers un exemple qui sera développé par Pierluigi. Et donc ce processus, on a choisi de le représenter à travers une série d'exemples. Donc on n'ira pas dans le détail sur chaque exemple, mais l'objectif était de vous montrer le panel des outils dont on dispose pour analyser les édifices anciens. Donc déjà, je voulais parler de la complexité, puisqu'on intervient sur des édifices dont on a une vision extrêmement partielle dans le temps, tout simplement parce qu'on est sur des édifices très anciens, qui peuvent aller jusqu'à 2000 ans d'existence. Notre vie professionnelle, c'est environ 30-40 ans, et on réalise des travaux dans un édifice environ tous les 20-30 ans en moyenne. Ce qui permet de se remettre dans une échelle beaucoup plus large, et qui est nécessaire quand on arrive sur un édifice qui est on a un instant T finalement de son évolution, et on n'a pas forcément tous les éléments sous les yeux pour bien le comprendre. La deuxième chose, c'est qu'un édifice, l'ossature d'un édifice qui est l'objet de notre étude, c'est souvent un objet qui est masqué par les épidermes, qui souvent sont de très grande qualité patrimoniale, donc on ne peut pas se permettre de faire des trous ou de tout démonter.
Et donc, on intervient sur un objet qu'on ne voit pas forcément, au premier abord. Et puis, l'autre aspect de la complexité, c'est qu'on intervient sur des matériaux naturels, donc des matériaux qui ne sont pas homogènes, qui n'ont pas des caractéristiques identiques dans toutes les directions, notamment, je pense au bois, des matériaux dégradés, notamment tout type de matériaux dégradés, que ça peut être du béton, au métal, au bois, etc., à la pierre. Et à confronter avec des chargements qui sont adaptés et des réglementations qui sont adaptées à l'étude des édifices neufs généralement et au calcul des édifices neufs. Donc avec des valeurs forfaitaires qui maximalisent, on va dire, les cas rencontrés, mais qui ne sont pas forcément adaptés non plus au cas, à la réalité d'un édifice et de son contexte. Donc, et puis effectivement des objets d'étude qui sont en évolution, des déformations de l'édifice qui sont en cours, des tassements, des basculements, et donc qui entraînent des redistributions de charges, des assemblages de charpentes qui peuvent être rompus, donc la charpente se réadapte, et c'est tout ça qu'il faut qu'on essaie de comprendre. Alors sur quels outils on s'appuie pour comprendre cette complexité? Bon, c'est ce qu'on va développer. Un petit rappel sur le cadre réglementaire de nos études. Bien sûr, les eurocodes structuraux qui sont aujourd'hui en vigueur pour le calcul des structures. Donc ils sont relativement complets et néanmoins, donc moi je tiens à saluer l'existence d'une norme qui s'appelle l'ISO 13822 qui a été rédigée par un groupe d'experts internationaux sur les structures, donc qui est sorti d'un consensus et qui a été formalisé par l'organisme de normalisation internationale. Et qui fait ressortir la notion de bonne pratique dans une méthodologie d'analyse des bâtiments anciens qui se base principalement sur des essais non destructifs et une philosophie d'intervention qui tient compte du fait que le bâtiment est aujourd'hui sur place, qu'il tient, qu'il a un passif de stabilité, et moyennant un certain nombre de compensations, de surveillance, d'inspection, de suivi par du monitoring, permet d'avoir un recul et d'adapter les règlements actuels à leur étude. Également la notion d'analyse de risque qui permet en réalisant des études de vulnérabilité de l'édifice, de réduire également les niveaux de sécurité par rapport aux eurocodes. Donc, ce qu'on réalise en fait au quotidien, c'est un aller-retour entre l'édifice et son modèle. Donc, une collecte d'informations, une analyse, on va dire dans le détail, parce qu'on nous demande des études très précises, parce que sinon après les solutions d'intervention, de confortement sont très lourdes pour ces édifices qui doivent être conservés. Et en même temps, donc, des modèles qui sont forcément des simplifications. Donc, un aller-retour entre l'édifice et le modèle. Donc ces outils, il y a une analogie qui peut être faite avec la médecine. Donc un certain nombre d'outils a déjà été présenté ce matin. Donc notre premier outil, c'est notre œil. Quand on parlait de travail en équipe, il y a une phase de notre travail qui est très importante, qui est l'inspection sur site et l'observation. On va généralement faire nos inspections à 2-3 personnes et on a chacun notre sensibilité, on va voir chacun des choses différentes. Et on s'aperçoit aussi qu'à chaque fois qu'on revient sur le site, on découvre des nouvelles choses et qu'on aurait eu tort de s'en priver, de revenir, parce que c'est comme ça, par strates successives, qu'on peut acquérir la compréhension d'une complexité. C'est vrai que c'est une complexité qui est assez importante. Il faut hiérarchiser ce qui est important, ce qui l'est moins, et essayer de réintroduire une chronologie dans ce qui s'est passé dans l'histoire de l'édifice. Donc, notre méthodologie est un petit peu résumée sous cette forme-là, donc ça va du processus de la compréhension du processus d'élaboration de l'édifice, savoir dans quel contexte on se situe, son historique bien sûr, on s'appuie bien sûr sur les études historiques qui sont faites par nos partenaires architectes et on essaie d'extraire ce qui est propre à la structure. La géométrie globale qui permet de comprendre des mécanismes, des déformations, des choses importantes par rapport à son état. Les modes constructifs, qui est un peu le gros sujet, l'évaluation des chargements réels appliqués sur l'édifice ou l'adaptation des chargements réglementaires.
les matériaux et les conditions d'assises, parce que l'édifice ne flotte pas, effectivement, il est ancré dans un site, dans un terrain, et donc c'est souvent aussi une part qui n'est pas visible. Donc le processus d'élaboration, je vais tout de suite rentrer dans un exemple, donc c'est la gare d'Austerlitz, vous reconnaîtrez le tympan nord de la halle qui se situe contre un bâtiment de bureau côté muséum d'histoire naturelle. Donc la problématique de départ, lorsque la SNCF nous a appelés, c'était on avait un tympan, on ne comprenait pas bien comment il tenait, et on savait surtout qu'il n'était pas vérifié, il était en condition de stabilité relativement précaire. Il y avait déjà des études qui avaient été menées, on ne comprenait pas pourquoi. Donc, vous voyez sur la partie droite la coupe et le schéma statique qui était imaginé par rapport au constat actuel du tympan. Donc, un tympan qui était tout seul, exposé au vent. Donc, c'était le problème principal, hein, la reprise des efforts de vent. Alors, on a commencé par s'interroger sur les dispositions constructives de ce tympan qui est stabilisé par une poutre médiane en partie supérieure vis-à-vis des efforts de vent sur 2 appuis latéraux et une poutre basse. On a constaté que le tympan sud, qui est de l'autre côté, avait des caractéristiques très différentes, donc c'est celui-ci, notamment des profils à inertie variable. On sentait que l'autre tympan avait été prévu pour reprendre des efforts de vent beaucoup plus importants dès sa conception. Et puis également le fait que la poutre basse, on retrouve des éléments d'accroche de type console et puis un caniveau non structurel et puis aucune capacité à reprendre des efforts horizontaux, contrairement à cette poutre supérieure qui était conçue pour reprendre ces efforts de vent. Et donc en allant plus loin sur les recherches historiques, on s'est aperçu que le tympan nord, qui était l'objet de notre étude, était adossé à une verrière en partie basse, donc qui avait été ensuite modifiée. Un bâtiment de bureau avait été construit, donc on le voit sur l'image de droite, et que cette verrière constituait un appui naturel pour ce tympan, et donc l'élancement de ces profils était réduit de moitié presque par la présence de cette verrière qui formait un appui naturel. Donc aujourd'hui, on se situe dans cette configuration-là, donc il n'y a plus d'appui. Et donc là, en termes de compréhension du schéma statique, effectivement, le schéma est beaucoup plus favorable sur l'image de droite. Ensuite, donc, pour donner un autre exemple de la compréhension de la géométrie globale, exemple sur lequel on a travaillé avec Art Graphique et Patrimoine, c'est la fontaine Bartholdi à Lyon. Alors, je ne sais pas si on parle d'orthophotographie ou d'ortho-image, tu me corrigeras si c'est faux, mais donc AGP a réalisé un nuage de points. La problématique principale, c'est que le bâtiment était presque totalement inaccessible, avec une forêt d'éléments métalliques à l'intérieur. Donc c'est une peau en plomb posée sur une ossature de type Statue de la Liberté. Donc ce sont des profils en fer pudelé formés avec des cornières et des plats rivetés. Donc voilà la vue de l'intérieur. Donc c'était assez compliqué d'avoir une vision d'ensemble de cette structure. Donc AGP a réalisé donc un relevé 3D et un nuage de points et a établi des images photos et des coupes qui nous ont permis ensuite de reconstituer une modélisation de la structure, de l'ossature interne et surtout de la peau qui a permis ensuite de définir les chargements appliqués puisqu'ils étaient directement dépendants du linéaire, de la surface de plomb appliquée sur l'édifice. Et de comprendre également en recoupement avec des plans d'archives quelle était la part de structure d'origine, quels étaient les renforcements qui avaient été faits pour pouvoir proposer un projet de réutilisation. Autre exemple d'outils qui nous permettent de comprendre cette complexité de l'édifice, c'est l'identification des mécanismes de déformation, donc une étude un petit peu plus vaste, mais donc une des questions était d'identifier les mécanismes de déformation de la tourelle que vous voyez sur la droite de la Villa Médicis. Donc, en recoupant donc on a réalisé des relevés géométriques beaucoup plus classiques qui ont permis de comprendre les mécanismes de rotation de cette tourelle, recoupés avec une étude géotechnique et une instrumentation. Donc là, ce qu'on voyait, c'est une instrumentation des tassements de la base de la tour avec un système d'inclinomètre sur des barres rigides qui permet d'identifier les tassements de l'édifice de manière relative.
Donc un certain nombre d'outils qui ont permis d'approcher cette déformation de l'édifice, recoupée bien sûr avec les relevés de désordre. Voilà. Donc après, concernant les modes constructifs, donc un outil qu'on utilise maintenant assez couramment, c'est la thermographie infrarouge, donc complétée sur ce sujet-là avec des essais radars, des auscultations radars réalisées par le LERM. Donc ces thermographies infrarouges, alors quand on étudie les planchers d'un édifice, il est assez difficile d'avoir une vision complète de la complexité des solivages avec de simples sondages destructifs. Donc ce type de technique est très utile parce qu'on se rend compte sur l'image de gauche ou de droite qu'on retrouve des trames, on retrouve des chevêtres, c'est un peu le passif, c'est tout ce qui s'est passé avant qu'on arrive et c'est souvent des sections, des poutres très, très variables et qui ont une importance lorsqu'on doit calculer l'importance d'un plancher par exemple. Donc on s'appuie beaucoup sur ce type d'outils. Alors le radar ici avait été très intéressant puisque une bonne partie des locaux n'étaient pas visibles parce qu'on avait des faux plafonds et donc on ne peut pas utiliser la thermographie lorsqu'on a des faux plafonds. Et là le LERM nous a proposé d'utiliser un radar qu'ils utilisent pour des relevés de voies de chemin de fer, donc avec une très forte puissance qui permet de détecter des discontinuités. Donc là on cherchait essentiellement les trames de solives par le dessus, donc de traverser des zones de vide, ce qui était généralement assez complexe avec un radar classique. Autre exemple, donc sur la flèche Saint-Michel, qui posait des problèmes de fissuration au niveau de ses piles inférieures et de sa flèche. Donc, concernant l'analyse des piles, c'est un édifice qui a été déjà renforcé au XIXe siècle par un fretage de ses piles, puisque il a posé des gros problèmes de stabilité. Pendant une nuit, ils ont entendu un craquement et donc l'architecte Abadi à l'époque a été consulté pour pouvoir mener une consolidation de l'édifice et il a proposé donc de doubler, de fretter l'ensemble des piles. Donc c'est ce que vous voyez sur le dessin de droite, dessin d'archives qu'on a retrouvé, mais on ne savait pas exactement quel était le niveau de précision de ces dessins. Donc il fallait qu'on puisse reconstituer à la fois les épaisseurs de parement de ces piles, savoir exactement quelle épaisseur on avait, la nature de ces parements, et savoir quelle était la raideur relative entre le remplissage et le parement pour pouvoir ensuite en faire un modèle aux éléments finis. Parce que ça change tout en termes de contraintes et de niveau de sollicitation des parements eux-mêmes. Donc on a réalisé donc, en partenariat avec Ginger cette fois-ci une campagne de carottage que vous voyez sur la partie gauche, donc, qui permet d'avoir tout de suite la matérialité de l'intérieur de ces piles, complétée avec une analyse de mesure de vitesse du son également qui a permis d'avoir des informations sur ces rigidités relatives des éléments de remplissage. Et donc on voit aujourd'hui, donc, sur ce dessin l'implantation des endoscopies et donc la conclusion que nous en avons tirée sur la constitution des piles et notamment une partie sur la partie droite de la pile des remplacements qui ont été réalisés par Abadi lors de sa reconstruction de ces piles, lors du fretage. Un autre exemple donc sur l'hôtel des Invalides pour la détection d'éléments métalliques internes qui ont permis la problématique était d'évaluer la stabilité de l'arc monumental et donc ça ne pouvait pas être efficace sans la présence de tirants à l'intérieur. Donc le LERM a travaillé avec nous également pour déterminer la présence de ces éléments qui ont pu être quantifiés en nombre et en position, donc, ce qui a permis ensuite de faire une vérification de la stabilité de cet arc. Autre exemple d'utilisation de radar pour détecter, mais cette fois-ci dans des matériaux naturels, in situ, sur le tombeau des rois à Jérusalem, donc la présence de discontinuité géologique. Alors, donc là, il y a un travail qui a été fait de concert avec des géologues pour analyser les plans de fracturation interne. Les chargements, donc, on utilise également des systèmes de libération de contraintes, notamment ici c'est une étude à l'Assemblée nationale sur la charpente, donc nous avons modélisé et donc
donc avec une interaction forte entre le plafond qui est en dessous, qui est une ossature en plâtre et en plâtre armé, et qui est suspendue par des suspentes que vous voyez ici en rouge à cette coupole en fait métallique qui date de 1830, et on ne savait pas quelle était la part de rigidité propre de cette coupole du plafond suspendu qui lui assurait son autostabilité, et la part de charge propre qui remontait jusqu'à la charpente métallique. Donc pour évaluer ça, on a fait appel au bureau d'études UBC pour réaliser des essais de micro-libération de contraintes dans les suspentes et en déduire les efforts réels qui étaient repris par ces contraintes. Enfin, donc à la cathédrale de Tulle, on savait que le remplissage était relativement faible, de faible épaisseur, par contre le parement était de faible épaisseur et qu'on avait un remplissage à l'intérieur, et on ne savait pas quelle était la part de contrainte de poids propre qui était renvoyée vers ce parement ou vers le remplissage. Donc on s'est appuyé sur des essais par verrin plat, des essais de libération de contraintes qui permettent de mesurer, après libération de ces contraintes, la contrainte initiale dans le parement et d'étalonner les calculs réalisés. Pour revenir sur l'exemple d'Austerlitz, une fois que ce schéma statique avait été identifié, la situation était déjà meilleure, mais on n'arrivait pas non plus, c'était toujours pas vérifié, on n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait un immeuble juste à côté du tympan qui faisait un effet de masque qui n'était pas possible de prendre en compte dans le règlement Eurocode. On a proposé de réaliser donc une analyse en soufflerie avec le CSTB de Nantes, qui a permis de réduire les effets de vent à prendre en compte, donc les adapter à la réalité du contexte, et de les réduire d'environ 30%, ce qui a permis donc de passer d'une obligation de renforcement, ce que vous voyez en partie haute, à celle que vous voyez en partie basse, donc qui est beaucoup plus limitée et cohérente avec la réalité de l'édifice. Excusez-moi, j'ai un peu dérapé au niveau du temps. On va passer vite. Je vais peut-être laisser la parole 2 minutes à Pierluigi Bucci. Excusez-moi, on a eu beaucoup de choses. 2 minutes. D'accord, vite fait alors. Voilà. Oui, là, ça c'est pour 4 heures. Sur l'élaboration du modèle. D'accord. Mais disons, la chose qui est plus intéressante, je pense qu'aujourd'hui on peut voir, c'est qu'on doit prendre toutes les données que tous les intervenants avant ont proposées, donc les relevés géométriques, la recherche des matériaux, la recherche historique. Mais après, quelle est la question qu'on se pose? Le niveau de sécurité de notre ouvrage. C'est-à-dire, quand on va intervenir, on veut arriver à quel niveau de sécurité? Quel est le niveau actuel de sécurité et où on veut l'amener? Alors, pour être très synthétique, parce que sinon on n'aurait pas... Alors ça, c'est toute la partie de comment on modélise, comment on simplifie les modèles. Parce qu'on part d'un relevé 3D qui est la géométrie, il faut sortir un modèle de calcul. Le modèle de calcul, ce n'est pas la réalité, c'est quelque chose qui la schématise. Comment la schématiser? Ça dépend du niveau de détail, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut trouver en termes de résultats et où on pense soient les problèmes. Si on a un problème dans un petit parti, on va modéliser en détail les petits parties, mais pas la totalité. Par contre, il y a des comportements globaux qu'il faut tenir en compte, et dans ces cas-là, c'était les problèmes de la déformation horizontale du tympan, qui nous imposent une analyse un peu plus large. Là, on voit des images de comment elle était modélisée, les conditions d'appui, les liaisons, mais la chose que je trouve plus importante, c'est ces graphiques-là. C'est-à-dire tous les eurocodes, la méthode d'analyse, la conception de la sécurité, elle est basée sur ces deux courbes. À gauche, on trouve les sollicitations, à droite, on trouve les résistances des matériaux. Nous, on caractérise les résistances des matériaux avec un fratile, avec une valeur minimale, qui sont les petites lignes qu'on trouve ici. Ah, il bouge là la main? Non. Voilà. On trouve ces valeurs-là. Et ça, c'est la résistance, la résistance de notre matériau. Si, dans les cas réels, la sollicitation elle est plus haute de la résistance de notre matériau, l'édifice peut tomber. Alors ça, il faut décider à quel niveau on accepte qu'il puisse tomber. Alors l'Eurocode, attends, là on avait des pourcentages, on avait les... D'accord. L'Eurocode définit des niveaux différents de sécurité en fonction qu'ils soient en état limite ultime, c'est-à-dire P flambé, ou pas. Et nous, en termes d'architecte ingénieur, on doit définir, nous, quel est le niveau de sécurité qu'on veut pour l'ouvrage historique, parce qu'on ne peut pas l'échanger. C'est-à-dire, si on a quelque chose qui ne respecte pas la loi, qu'est-ce qu'on fait?
On les met aux normes et ça signifie changer l'objet de l'intervention. On fait des interventions très lourdes et donc on n'a plus l'objet historique, ou on modifie la norme et on accepte des valeurs plus petites, des probabilités plus hautes d'effondrement, mais quand même on a un respect de l'objet. Parce que sinon on perd le respect de l'objet architectural. Toutes nos analyses, ça ne sert à rien. Voilà, on laisse là. Oui, on va rester. Mais ça c'est un exemple 8. Qu'est-ce qu'on fait, la redresse, ça? Ou ça c'est... Là, je vais vous demander de conclure. Wow. Je suis désolé. Oui, bien sûr. Bon, Merci. c'était très vite. Bonjour, donc je m'appelle Sarah Janvier, je remplace Xavier aujourd'hui. J'appartiens à cette équipe-là depuis 2009. C'est une équipe d'enseignants-chercheurs de l'Université d'Orléans, spécialisée en génie civil. On travaille entre autres sur les problématiques de durabilité des matériaux du patrimoine bâti, principalement pierre et mortier. Moi, je suis issue d'une formation histoire de l'art et archéologie et sciences des matériaux, donc je suis souvent à l'interface entre ces deux disciplines au sein de notre équipe. Donc là, je vais vous présenter ce qui s'est passé ces dernières années, entre 2009 et 2012 principalement, sur un de nos sujets d'étude qui est le château de Chambord, donc pour lequel nous avons établi une première tentative de carnet de santé numérique. Donc là encore, on fait le parallèle avec le domaine médical. Donc ce projet de recherche était un projet région financé donc, par la région Centre sur le château de Chambord, donc construit au XVIe siècle, réaménagé à de nombreuses reprises. Nous avons travaillé principalement sur l'aile sud, qui est l'entrée du château, et la tour du Chaudron, qui a été très peu restaurée par rapport à l'aile sud. Depuis 2012, on a continué les études sur l'ensemble de l'enceinte basse, côté extérieur et côté cour. Notre problématique, elle est basée principalement sur l'altération des matériaux qui constituent le château, principalement la pierre. Et donc pour répondre à toutes ces problématiques, notre objectif principal, c'était d'aboutir à un diagnostic. Donc le carnet de santé était l'outil que nous avions imaginé pour pouvoir emmagasiner un maximum d'informations concernant l'histoire et l'état actuel du château pour arriver au diagnostic de ces phénomènes d'altération. Donc, la première étape, donc je vais vous présenter rapidement le cheminement de notre pensée, les outils qu'on a pu utiliser à chacune des étapes et leurs limites et pour prolonger un petit peu avec ce qui se passera cet après-midi dans la dernière session. Donc la première étape du carnet de santé, c'est connaître le passé du monument, savoir quelles ont été les différentes étapes de construction, de restauration, qu'on a produit un certain nombre de cartographies de datation et de provenance des pierres. Donc c'est un état de l'art, c'est une critique d'authenticité, c'est essayer d'avoir un maximum d'informations à une échelle la plus petite possible, celle de la pierre. Deuxième étape, connaître l'état de conservation du monument. Donc on relève de la même manière les degrés d'altération des pierres, les différentes formes d'altération qu'on observe. Et on essaye autant que possible de corréler ces informations pour avoir des premières informations sur les facteurs qui peuvent être à l'origine des dégradations. Souvent, ce n'est pas suffisant. Donc on procède à des prélèvements pour caractériser les matériaux, pour caractériser les altérations. On mène en parallèle des vieillissements artificiels en laboratoire pour essayer de reproduire ces altérations, essayer d'isoler les facteurs qui ont conduit à ces altérations. Dans l'idéal, on arrive à reproduire ces altérations en laboratoire, ce n'est pas toujours le cas. Et on arrive à un diagnostic final, pourquoi l'altération s'est produite, à quel moment, et comment on peut y remédier. Donc, le premier élément de cette démarche, donc on part d'informations très diverses, des sources écrites de différentes natures, des sources iconographiques avec tout ce qu'elles peuvent comporter comme imprécision ou subjectivité, des observations de terrain, des observations ponctuelles, des observations faciès de pierre. On couple ça à des méthodes d'imagerie, entre autres, comme la caméra thermique, on en a vu des exemples ce matin. Tout ça pour arriver à ce type de cartographie. Donc essayer autant que possible d'être aussi précis qu'on peut sur les dates de pose des différentes pierres,
Donc là, on est sur des supports, à l'époque, des photos redressées et assemblées. Bon, maintenant, on fait beaucoup mieux, on fait de belles orthophotographies qui sont métriques, qui sont justes. Mais dans notre démarche, on essaye d'aller maintenant encore un peu plus loin et de travailler directement sur un modèle 3D, puisque ces supports en 2 dimensions ont des limites, on n'a pas accès à toutes les parties du monument. Deuxième partie, donc, de la même manière qu'on a réalisé cartographie de datation, on réalise des cartographies d'état d'altération des pierres, en partant d'un vocabulaire contrôlé qui est celui du glossaire qui a été fait par l'ICOMOS sur les formes d'altération des pierres. Sur le château de Chambord, on a principalement, et qui est construit en tuffeau, donc une pierre calcaire silico-calcaire très poreuse, on a principalement 2 formes d'altération qui sont les desquamations en feuillet et desquamations en plaques. Ce sont celles qui nous intéressent, nous, au niveau de nos études en laboratoire. Pardon, non, voilà. Donc voilà, sur les 2 façades, toujours les mêmes, on cartographie ces dégradations. On peut aller un peu plus loin aussi sur évaluer leur état. Là c'est juste la cartographie de leur emplacement, mais on peut aussi aller un peu plus loin dans l'interprétation. Et pour pouvoir interpréter ces dégradations, on a souvent besoin de confronter les cartographies d'altération aux cartographies de datation, cartographie de provenance de pierre, de nature de pierre. Donc, on en arrive en fait à des conclusions qui sont intuitives, qu'on a produit en superposant manuellement des tracés graphiques. On commence à dessiner des premières conclusions sur la localisation des préférentiels de ces altérations, sur leur exposition, leur orientation sur le bâtiment, des facteurs environnementaux ou autres qui peuvent être potentiellement à l'origine, les pierres sur lesquelles elles se développent plus préférentiellement. Donc tout ça, ce sont des choses intuitives. On a besoin, on peut pas travailler uniquement comme ça, on a besoin d'avoir des choses beaucoup plus quantifiées. Autre type de conclusion qu'on peut tirer aussi de la confrontation de ces altérations avec l'étude des archives, en fonction de la date de pose des pierres, des archives photographiques qu'on peut avoir, essayer de voir en combien de temps un type d'altération peut se développer sur une pierre. Donc là encore, ce sont des premières informations sur la cinétique de développement de ces altérations, mais ce sont des informations très partielles. Donc la caractérisation de ces altérations en laboratoire peut aussi nous aider. Donc ici, rapidement, un exemple sur une desquamation en plaque. Donc c'est une fissure qui se forme parallèle à la surface, la plaque tombe, et on obtient une surface plus virulente d'une pierre qui s'est creusée en fait. Donc 3 états d'altération de la même pierre, une pierre pas du tout altérée, une pierre complètement altérée. En dehors de la caractérisation simple du matériau, on a mis en évidence la présence de minéraux exogènes qui ne sont pas présents à l'état naturel dans la pierre, qui sont donc ce qu'on appelle des polluants, et donc on a pu corréler leur répartition, principalement sur le château de Chambord. Il s'agit de gypse, donc sulfate de calcium déhydraté. Et donc ces sulfates sont présents en plus grande quantité, leur présence est directement corrélée aux fissures que l'on observe dans la pierre. Donc on s'est intéressé à ce minéral, savoir comment il est arrivé dans la pierre. Et donc les études en laboratoire qu'on a menées ont été directement liées à cette problématique de présence de gypse. Donc je ne rentre pas du tout dans les détails, ne vous inquiétez pas. Donc le gypse, il peut avoir différentes provenances, qu'on connaît très bien. On en a simulé 3 types. Du gypse directement présent, des pluies acides qui, en réagissant avec la calcite de la pierre, produisent du gypse, ou alors une pollution de soufre est présent à l'état gazeux, ensuite donc pénètre dans la pierre à l'état gazeux, et c'est ensuite au moment d'une pluie, d'un épisode de pluie, que le gypse se forme dans la pierre. Et donc les études en laboratoire ont montré que la présence de gypse directement formé malgré les épisodes de pluie, ne pouvait pas conduire à la formation de gypse à l'intérieur. Or, c'est ce qu'on avait observé sur site. Les pluies acides non plus produisent des grandes concentrations de gypse en surface, mais pas du tout en profondeur. Et en revanche, le dioxyde de soufre gazeux, suivi d'un épisode de pluie, peut conduire à la formation de gypse à l'intérieur. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous montrer que les études en laboratoire, elles conduisent à un certain nombre de questionnements. On essaye de les pousser
au maximum. Bon, pour l'instant, on s'est intéressé uniquement à la partie gypse. Il nous reste encore à poursuivre sur la compréhension du phénomène d'altération en plaque lui-même. Et donc là, en fait, on en arrive à une limite de nos outils. On a envie d'utiliser toutes les sources qui sont à notre disposition, des archives jusqu'aux simulations en laboratoire. Donc c'est là que le carnet de santé numérique intervient. On a besoin de connaître, de cartographier ces informations sur un modèle qui soit le plus précis possible. Donc la 3D va nous permettre d'accéder à toutes les surfaces visibles, en tout cas du monument. Et on a aussi besoin de stocker et de croiser toutes ces informations. Et donc là, on va avoir besoin d'une base de données qui va nous permettre d'enregistrer et de croiser toutes ces données hétérogènes. Donc je vais rapidement vous présenter ces 2 points. Au niveau modélisation 3D, sur l'expérience qu'on a au niveau de l'équipe, donc on a eu l'occasion de réaliser un modèle 3D au scanner laser de l'ensemble des façades extérieures du château et également de l'intérieur du donjon. Vous voyez ici une coupe de l'escalier, un rendu de l'escalier. Et on a aussi la possibilité de travailler sur le dépôt lapidaire de pierres altérées qui ont été déposées à la fin du 19e. Donc là, obtenu par photogrammétrie. Donc voilà, bon, rapidement, ce que peuvent donner Donc là, on a un modèle qui est précis au millimètre. Donc il va nous intéresser d'un point de vue conservation, bien sûr. On va conserver un état du monument. Il va aussi nous intéresser pour créer des coupes, produire des plans, ce genre de choses, avoir une autre vision de l'édifice. Il nous sert également d'un point de vue valorisation et vulgarisation de nos résultats, puisqu'on essaye toujours de garder à l'esprit que ce qu'on fait en recherche doit être valorisé d'une manière ou d'une autre auprès du grand public. Donc le château de Chambord est partenaire de nos projets justement dans cet objectif-là. Et on essaye de toujours le garder à l'esprit. Autre apport de la 3D pour l'étude de l'altération des pierres elles-mêmes, qu'on essaye d'extraire un maximum de données de ces modèles 3D. Donc là, vous avez un modèle de la tour du Chaudron qui a été fait par laser scanner, sur laquelle on a appliqué des textures photos. Des modèles 3D de cette zone d'altération qui ont été faites par photogrammétrie à 2 dates différentes. Et donc, par superposition, vous avez en rouge la perte de matière entre ces 2 dates. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré, on avait des photographies prises à différentes dates. On pouvait commencer à estimer des cinétiques d'altération, savoir quand la pierre a été posée, à quel moment elle a commencé à se dégrader. Pour comprendre le phénomène, bon là, on a possibilité enfin de quantifier cette perte de matière, d'être un peu plus précis sur ces cinétiques-là. Donc ça sous-entend un suivi, donc un enregistrement de ces données dans le temps. Donc la première base de données, le premier outil qu'on a eu la chance d'utiliser dans le projet Sacre, ça a été grâce au MapGamso. Donc on a utilisé la plateforme Nubes qui a été adaptée pour permettre ces dessins de cartographie. Donc sur un modèle 3D simplifié de l'édifice, on pouvait déplier des textures en 2 dimensions, réaliser nos cartographies sur ces textures dépliées qui étaient ensuite reprojetées sur le modèle. L'avantage, c'est qu'on avait là enfin accès à une représentation en 3 dimensions. Donc on avait toutes les parties qui pouvaient être cachées sur une orthophotographie classique, c'est-à-dire partie inférieure, supérieure des reliefs, les côtés des pilastres, ce genre de choses. On y avait accès en ayant ce modèle 3D. Donc, on avait aussi la possibilité de stocker et d'organiser des données hétérogènes, qui était notre besoin dès le départ. Donc, on avait ce support d'annotation en 3D qui était plus intéressant que des orthophotographies. L'outil permet aussi de croiser ces cartographies et de produire des données quantitatives, donc avoir des pourcentages de pierres altérées, des pourcentages de pierres altérées de telle nature ou de telle date, donc croiser de manière beaucoup plus automatique et quantitative ces données, ce qui était extrêmement fastidieux à la main.
Le but de cette plateforme, c'était aussi de permettre la diffusion des données et le travail collaboratif, ce qui est nécessaire dans le cadre de travail pluridisciplinaire comme le nôtre. Donc le fonctionnement de la plateforme, j'ai presque fini, après il reste une seule diapo. Quand vous aviez donc ce modèle 3D sur lequel on pouvait afficher ou non les cartographies qu'on avait renseignées sur ce modèle. Et donc le dessin se faisait via une interface qui avait été rajoutée pour le projet SACRE, sur laquelle on venait dessiner l'altération avec un dessin vectoriel qui était ensuite reprojeté sur le modèle 3D. Et à partir de là, on pouvait effectuer les calculs de surface de ces altérations et de croisement des différentes cartographies. Le projet SACRE, en fait, il s'est terminé en 2012 et il a soulevé un certain nombre de questions, de limitations aussi. On s'est rendu compte que la plateforme NUBES, en son état, avait des limites par rapport aux problématiques qu'on s'était posées. Notamment, il était nécessaire de simplifier, automatiser la chaîne d'acquisition 3D. En l'état, on utilisait un modèle fait par photomodélisation qui était extrêmement fastidieux à réaliser, qui avait aussi ses inconvénients puisque les textures étaient parfois distordues et donc les surfaces qu'on calculait n'étaient pas toujours aussi justes qu'on aurait espéré. Donc on avait besoin d'un support plus facile à réaliser et surtout beaucoup plus précis, plus polyvalent aussi, parce que maintenant on est passé à d'autres technologies depuis un petit moment déjà, au niveau de la réalisation des modèles 3D. On a aussi besoin à un moment de diffuser donc, ces résultats, j'en ai parlé. Et donc le modèle 3D, tels que ceux qu'on a vus aujourd'hui, ils sont beaucoup plus intuitifs et beaucoup plus parlants. Et donc, bien sûr, on a toujours ce besoin d'automatiser le travail et d'extraire un maximum d'informations de ces modèles 3D. Et donc, on a besoin de ces modèles 3D les plus précis possibles. Voilà, donc là, en fait, on passe, nous, depuis 2009, en fait, on est passé d'une manière de travail de diagnostic qui était assez intuitive, à quelque chose de beaucoup plus quantitatif, et avec donc le projet Monumentum qui a commencé il y a 2 ans, on vise à améliorer encore ces démarches. Je pense qu'Olivier vous en parlera plus précisément cet après-midi. Merci beaucoup.